Bonjour, bienvenue dans ce Culture Mag dédié aujourd'hui plus qu'à l'habitude aux arts, au spectacle et à la culture en général critique, décalée, humoristique, ironique, libre. Nous sommes tous Charlie. Dans ce journal, une question, l'islam est-il soluble dans la culture? Nous ferons le triste historique des écrivains, chanteurs, artistes tués ou menacés par les fondamentalistes, un bilan épouvantable qui s'ajoute à celui des victimes de Charlie Hebdo. Au sommaire également, le contrepoint, oui, on peut être arabe, musulman, laïque, modéré ou pratiquant et rire, critiquer, se moquer de l'islam. Nous ferons le point sur les caricaturistes du monde arabe avec notamment Omer Merzouk, danois, égyptien et satiriste. Au sommaire, enfin, nous serons en ligne avec Daniel Lecomte, producteur et réalisateur du célèbre film « C'est dur d'être aimé par des cons », le film qui avait suivi l'aventure Charlie Hebdo face aux menaces terroristes. Merci de suivre ce spécial Culture Mag. La terreur à la mémoire longue. Les caricatures contre Mahomet ont été publiées en 2005, d'abord dans un journal satirique danois, puis relayées par François, puis Charlie Hebdo. Bilan 10 ans plus tard, 12 assassinats. Oui, les barbares se défient du temps et de la vie. On ne compte pas les artistes, les chanteurs, les caricaturistes, les cinéastes menacés et tués par les fondamentalistes. Voici donc le triste rappel des faits de la culture décapitée. Daniel Campos avec David Bombin. La culture est-elle soluble dans l'islam? La culture est-elle blasphématoire? Assurément non. Pourtant, on ne compte plus les menaces, les attaques, les assassinats des extrémistes islamistes. La liste des artistes est longue et variée. On y trouve des musulmans laïcs, des musulmans modérés, des athées, des chrétiens et des juifs. Nous avons tous en mémoire le célèbre Salman Rushdie et la fatwa lancée contre lui en 1989. Un Salman Rushdie contraint de vivre caché, traqué, protégé par des gardes du corps. Même chose pour le danois Kurt Westergaard. C'est lui qui en 2005 publie dans le journal danois Jyllands-Posten les célèbres caricatures controversées du prophète Mahomet. Notamment celle où l'on voit le prophète porter une bombe en guise de turban. Mais depuis, Kurt Westergaard a reçu de nombreuses menaces de mort et a survécu à plusieurs tentatives d'assassinat. Mais d'autres artistes et auteurs ont payé un prix bien plus lourd. En 1992, Farag Fouda, un penseur égyptien, philosophe et musulman non pratiquant, est assassiné suite aux accusations de blasphème pour ses critiques et ses satires de l'islam radical en Égypte. Dans les années 90, deux musiciens populaires de raï algériens, Cheb Azni et Cheb Aziz, furent tués après avoir reçu de multiples menaces de mort émises par des fondamentalistes islamistes, ayant déclaré leur musique et les paroles de leurs chansons blasphématoires. Les fameuses vignettes danoises ont été des réponses à l'assassinat en 2004 de Theo van Gogh, auteur du film Submission, un film réalisé en collaboration avec l'écrivaine et artiste somalienne Ayaan Hirsi Ali, qui, aujourd'hui encore, visait la protection de gardes du corps. Le film critiquait le sort des femmes dans l'islam. En 2005, Shaima Rezaï, présentatrice de télévision sur la chaîne de musique afghane, est tuée par des militants islamistes. Elle avait été la première femme présentatrice de musique occidentale à apparaître sur les écrans de télévision en Afghanistan. En 2011, à Jenin, l'acteur arabo-israélien Julian Omer, le fils d'une mère juive et d'un père arabe, est frappé de 5 balles tirées par des terroristes masqués. Un assassinat précédé de menaces de mort, il était accusé de corrompre la jeunesse de Jenin avec son théâtre de la liberté qui proposait des activités laïques considérées par les extrémistes comme contraires au code moral islamique. Partout dans le monde, de nombreux artistes continuent à vivre dans la crainte constante que leur vie soit arrachée par les mains d'extrémistes. Parmi eux, l'auteur bangladeshi Tasliman Nasrin vit depuis 1993 dans la peur après la publication de son roman « Ladja ou la honte ». Depuis 2008, Mariwan Halabjaoui, auteur de l'ouvrage « Sexe, charia et femmes dans l'histoire de l'islam » doit également vivre sous la terreur d'une fatwa de mort promulguée contre lui par un imam d'Oslo. Il y a quelques semaines à peine, un nouveau nom s'est ajouté à la liste, celui de l'auteur algérien Kamel Daoud, qui doit désormais faire face à une fatwa sur Facebook promulguée contre lui par un imam salafiste algérien, se disant offensé par le premier roman de cet auteur, accusé lui aussi de blasphème. Après la tragédie de Charlie Hebdo, espérons que la culture en particulier et le monde en général n'aura plus à payer un tribut à la liberté d'expression. Myri Maman, bonjour. Ce triste bilan était absolument épouvantable, mais la question se pose, vue de loin, on a l'impression que l'islam n'est pas soluble dans la culture. Vous, pour nous, avez fait le tour du monde arabe et manifestement la réponse est
Non. Ben non, parce que ces caricaturistes existent, Valérie, et vous allez voir qu'ils sont nombreux et qu'ils prennent des risques parce que dans les pays dans lesquels ils vivent, c'est pas toujours évident. Alors il y a Z, par exemple, c'est un Tunisien, il reste toujours anonyme, il est connu pour ses caricatures sur Ben Ali et sur le parti de l'ancien président tunisien au cours de la Révolution. Alors tout y passe, il dénonce les inégalités, il dénonce les islamistes qui prennent le pouvoir ensuite, et lui a voulu absolument rendre hommage hier à Charlie Hebdo et à ses collègues français. Et donc, voici, on va voir tout de suite le dessin hommage de Charlie Hebdo. Voilà, on voit un flamant rose. Et puis un dernier, si vous voulez bien, c'est Ali Farzat. Ali Farzat, c'est l'un des artistes les plus en vue de Syrie, il est mondialement connu, Valérie, et notamment parce qu'il a été agressé à plusieurs reprises en raison de ces caricatures qui dénoncent Bachar el-Assad. Vous savez qu'il y a le conflit à présent. Dès le départ, dès 2011, dès le premier jour de ce conflit, il a dénoncé le régime syrien. Il est donc violemment agressé pour ça. Il a risqué sa vie pendant très longtemps. Et lui aussi, évidemment, a rendu hommage à Charlie Hebdo hier. Vous le voyez, Valérie, on l'a dit. Ils existent, ils sont nombreux, malheureusement, ils travaillent souvent dans la clandestinité sur les réseaux sociaux. Merci Myri Maman, merci pour appuyer votre démonstration et peut-être casser encore les amalgames. Voici une courte interview prise pendant le Comedy for Change à Jérusalem. Michal Divon avait rencontré là-bas pour nous un comique arabe, il s'appelle Omer Merzouk, c'est un Égyptien d'origine mais il vit au Danemark, musulman, laïque, il se moque absolument de tout, islam compris. Ce n'est pas facile mais il le fait. Ce n'est pas de la peur, c'est la haine des autres qui m'atteint. Comment peut-on détester quelqu'un pour une simple blague? Je dois fournir beaucoup d'énergie pour empêcher que ça me touche plus profondément. Il y a eu certains moments où la haine était si extrême que j'en ai même perdu mon sens de l'humour. La critique, justement. Nous sommes en ligne avec Daniel Lecomte. Bonjour Daniel, bonjour et merci d'être avec nous. En 2008, vous avez suivi, filmé, produit le film « C'est dur d'être aimé par des cons ». Vous avez donc suivi l'équipe de Charlie Hebdo pendant le procès qu'ils ont mené et gagné contre l'UOIF et la Grande Mosquée de Paris. Ce sont donc vos camarades qui sont morts hier. Comment vous sentez-vous? Écoutez, je suis dévasté. Hier, j'étais dévasté. Ah. Aujourd'hui, c'est difficile. Alors, il y en avait certains parmi eux de qui j'étais beaucoup plus proche, comme Cabu, par exemple, depuis plus longtemps. C'est toucher à Cabu, tuer Cabu comme ça s'est passé, tuer Bolinsky. Si vous voulez, ça me fait penser au pire barbarie qui rappelle le nazisme, le fascisme. Je pense à García Lorca, la guerre d'Espagne. C'est un poète assassiné, Cabu. C'est une partie de notre intelligence qui s'en va, qui s'envole. Et je suis terrifié par ça. Daniel Lecomte, oui, bien sûr, mais l'équipe de Charlie Hebdo que vous avez filmé a gagné le procès en 2008, mais dans le fond, ils ont perdu, non? Oui, d'un certain côté, ce que vous dites est vrai. Mais ils ne l'ont pas perdu parce que les terroristes les ont décapités. Ils ont décapité la tête. Ils l'ont perdu parce que la société française a oublié les leçons de ce procès. Je pense qu'ils l'ont perdu pour ça. C'est dur ce que je suis en train de dire. Mais ce que les gens de Charlie Hebdo avaient réussi à faire sur ce procès, c'est de démontrer qu'on pouvait dire les choses sans stigmatiser la communauté musulmane, tout en disant les choses précises. Ils avaient fait le pari qu'on pouvait dire deux choses à la fois, deux évidences à la fois, que tous les musulmans ne sont pas des terroristes, mais que la plupart des terrorismes qui se commettent aujourd'hui dans le monde se font au nom de l'islam. Daniel Lecomte, vous dirigez une société de production, vous faites des documentaires. Qu'est-ce qui peut changer maintenant dans la culture quand on va vous apporter un sujet qui peut fâcher, un régime, une religion, un parti? Non seulement il faut continuer, mais je pense qu'il faut que justement, les gens de Charlie ne soient plus laissés tout seuls. Que l'ensemble de la presse française, l'ensemble des médias, l'ensemble des intellectuels, si vous voulez, reprennent ce flambeau-là. C'est la seule solution.
C'est l'inverse qu'il faut faire. C'est pas au moment, si vous voulez, où on décapite la direction de Charlie Hebdo qu'il faut dire, faut renoncer. Pourquoi il faudrait céder à la peur? C'est ridicule. Mais quand même, il s'est passé des choses depuis 2008, des attentats, des crimes, des décapitations, des artistes cachés, traqués, non? Je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. C'est ce que je vous disais. C'est que je pense que depuis 2008, la société française sur ces questions-là a régressé. Nous avions gagné ce procès. Enfin, en tous les cas, Charlie Hebdo avait gagné ce procès. À quel prix d'ailleurs? C'était très compliqué d'arriver à convaincre. C'est quand il y a eu toute la campagne en Angleterre sur Not in My Name et qu'il s'est trouvé des journalistes en France pour trouver indécent, si vous voulez, de demander aux associations musulmanes d'intervenir comme ça ou d'intervenir en disant Not in My Name. C'est quand même une évidence que c'est les premiers qui doivent réagir. Donc voilà, et il s'est trouvé des gens qui n'étaient même pas musulmans d'ailleurs pour reprocher à des musulmans qui faisaient cette démarche, si vous voulez, de la faire. C'est quand même insensé. C'est-à-dire que là, je pense que c'est la défaite de la pensée. Et donc, je pense que ça, encore une fois, j'espère que ce qui va se passer va être un sursaut. Merci beaucoup, Daniel Lecomte. On va regarder ensemble maintenant, si vous voulez bien, le portrait de vos amis. L'équipe Charlie Hebdo, 40 ans d'irrévérence, par David Gombin. Wolinski, Cabu, Charb, Tignou. La France pleure ses morts. Et c'est tout un pan de la presse satirique qui disparaît. Charlie Hebdo, c'est 40 ans de caricatures drôles, impertinentes, engagées. À ses débuts, Charlie Hebdo est indissociable du journal Harakiri. Cavana réunit ses amis, GB et Camus, et surtout le professeur Choron. En 1969, il lance Harakiri Hebdo, un titre qui n'hésite pas à tacler le pouvoir en place et surtout le général de Gaulle. En 1970, alors que le général s'éteint, le journal satirique fait la part belle à l'humour lugubre. Interdit de parution, pour contourner la censure, Harakiri Hebdo change de nom et en référence à De Gaulle, sa tête de Turc préférée, il devient Charlie Hebdo. Dans la tradition française de Voltaire et de Zola, Charlie est toujours irrévérent, drôle, subversif et ne recule devant rien, quitte à froisser les opinions. En 1980, faute de lecteurs et de revenus, Charlie met les clés sous la porte. Il faudra attendre 1992 pour voir le renouveau de Charlie Hebdo grâce à Wolinski, Philippe Val, Cabu, mais aussi le chanteur Renaud. Même maquette, même signature, mais des combats toujours plus orientés à gauche et surtout qui luttent contre les extrémismes. En 2006, en solidarité avec l'affaire des caricatures danoises du prophète Mahomet, Charlie décide de publier les vignettes controversées. Le Conseil français du culte musulman demande une interdiction de l'apparition, en vain. En 2007, Charlie montre le prophète se lamentant d'être, je cite, « aimé par des cons ». Une fois de plus, c'est le tollé. Le 1er novembre 2011, la rédaction de l'Hebdo est incendiée suite au jet criminel d'un cocktail Molotov. Des attaques qui seraient liées à l'annonce de l'apparition en une de Sharia Hebdo, moquant les extrémistes islamistes. Un incendie qui n'intimide pas la rédaction du journal satirique. En 2012, Charlie revient à la charge avec une inspirée du film Intouchable, se moquant de ceux qui n'acceptent pas la moquerie. Le monde arabe est en colère et la France se voit contrainte de renforcer la sécurité de ses représentations à l'étranger. Aujourd'hui, la rédaction est en partie décimée. L'un des derniers descendants de la tradition satirique française serait-il en péril? La réponse en kiosque dès la semaine prochaine. Et parmi les innombrables réactions d'artistes, d'écrivains, de caricaturistes, il faut signaler celle de Salman Rushdie, condamné, comme on vous l'a dit, à vivre caché, protégé pendant près de 10 ans. Vive Charlie Hebdo, a-t-il tweeté. Dans un communiqué, il appelle à défendre l'art de la satire. La religion, comme les autres idées, doivent faire l'objet de critiques. Charlie Hebdo va sortir mercredi prochain en France. Il sera tiré à 1 million d'exemplaires. On va terminer ce Culture Mag spécial avec le portrait de ces caricaturistes tués. Derrière leurs dessins, il y avait une certaine idée de l'esprit français. C'est le récit de Sandy Fortis. Son dernier dessin aura malheureusement été prémonitoire. Stéphane Charbonnier, dit Charb, était le directeur de la publication de Charlie Hebdo depuis le départ de Philippe Val en 2009. Né en 1967, il avait publié ses premiers dessins dans le journal de son collège à Pontoise. En 1992, il participe à la refondation du journal.
Charb cultivait un humour féroce. Sa rubrique s'intitulait « Charb n'aime pas les gens ». Il collaborait régulièrement pour d'autres magazines comme Fluide Glacial. Finalement, vous l'avez pas assouvi. C'est lui encore qui croquait les invités de l'émission « T'empêche tout le monde de dormir » de Marc-Olivier Fogiel. Cible de nombreuses menaces depuis la publication des caricatures de Mahomet qui avaient fait scandale dans le monde musulman, il bénéficiait d'une protection policière depuis l'incendie criminel du journal en 2011. Cabu, grande figure de la caricature satirique. Il a signé des dessins pour la plupart des quotidiens et magazines. De son vrai nom, Jean Cabu, celui qui aurait eu 76 ans dans quelques jours a démarré sa carrière dans les années 60 chez Harakiri, ancêtre de Charlie Hebdo. C'est d'ailleurs là qu'il rencontre Wolinski. Dans les années 70 et 80, il a publié de nombreux albums, mais il se spécialise rapidement dans la caricature politique. Après avoir créé Le Grand Duduche et Mon Beauf pour Pilote, il devient l'un des croqueurs fétiches du Canard enchaîné. Sa coupe à la Mireille Mathieu, son regard d'ado attardé et son dessin acéré, Cabu s'est tout autant impliqué dans des émissions pour enfants comme Récré à deux, aux côtés de Dorothée, que Droit de réponse de Michel Polac. C'est en 1969 qu'il participe à la nouvelle aventure de Charlie Hebdo. Georges Wolinski, appelé Wolinski, doyen et père spirituel de nombreux dessinateurs et caricaturistes. Né à Tunis en 1934, d'une mère franco-italienne et d'un père juif polonais, il entre chez Harakiri en 1960, puis chez Charlie Hebdo en 1969. Grand contestataire, pur produit de mai 68, il introduit le ton satirique avec le journal Enragé qu'il crée avec Ciné. On lui doit également des films et des pièces de théâtre, comme Le Roi des cons. Grand amoureux de la vie, inspiré et peut-être même effrayé par les femmes qu'il croquait parfois comme des tigresses, on retrouvait son coup de crayon dans de nombreuses publications, notamment L'Humanité, le JDD, le Nouvel Observateur et Paris Match. En septembre dernier, les éditions Le Seuil publiaient son dernier ouvrage, Le Village des femmes, son tout premier roman graphique. Autant de talents partis en quelques secondes, Charb disait qu'il préférait mourir debout que vivre à genoux. Ils sont tous morts debout. Et ajoutons que la femme de Wolinski, Maryse Wolinski, a eu une réaction extrêmement émouvante ce matin chez nos confrères de RTL. Elle a dit « Mon mari est mort debout ». Voilà, c'est la fin de ce Culture Mag spécial « Nous sommes Charlie ». Merci à toute l'équipe de l'avoir réalisé. Merci à vous de l'avoir suivi. Juste après, c'est l'info qui continue sur i24 News.